Donc, merci à tous d'être encore assez nombreux dans la salle. Donc, Gauthier Chaumel continue avec Calibook, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, voilà, il pourra y avoir des questions si vous voulez après. Merci. T'as vu, les lettres se superposent sur le titre. Bah non, pourtant sur mon iPad ça va bien. Et c'est quoi les chiffres en dessous? Bah la date, c'est clair pourtant. Ça se voit, j'ai appliqué la norme ISO 1664, celle qui est définie par l'ARACH. Alors, logiquement, les titres étaient censés se chevaucher, c'est pas le cas, donc la blague marche qu'à moitié. Mais ça vous donne une idée de ce dont on va parler maintenant. Bonjour à toutes et tous, donc je m'appelle Gauthier Chaumel, je prépare des livres pour la fabrication depuis 1998, en numérique depuis 2010, avec un fort tropisme pour les livres lisibles avec les doigts et les oreilles, ou pour lesquels on peut ajuster la mise en forme à sa convenance. Depuis 2015, je suis intervenu comme formateur dans différents contextes, et au-delà des gestes pratiques, j'ai toujours constaté un fort besoin de s'entendre et de se comprendre sur un vocabulaire partagé, notamment quand on parle de livres numériques. Je travaille maintenant comme responsable de projet accessibilité pour EDR Lab, et à ce titre, je participe à la standardisation, ainsi qu'à plusieurs groupes de travail, dont celui de normes et standards, au sein de la commission numérique du SNE. Dans ce groupe, nous travaillons des aspects très pointus, hyper techniques, et nous partageons cette préoccupation d'être compris par nos pairs, mais aussi, de retour sur nos lieux de travail, compris par nos collègues moins techniques, concernés par d'autres préoccupations. C'est pourquoi il nous a semblé utile de proposer une liste de références dans un vocabulaire moins technique. Elle est aujourd'hui composée de 90 règles, on en ajoute un petit peu, pas tous les jours quand même, mais pas loin. 90 règles donc pour parler de la qualité du livre numérique. C'est un travail collectif effectué par le groupe Normes et Standards au sein de la commission numérique du SNE que je vous présente maintenant. Un très bref mot sur EDR Lab, que tout le monde connaît ici, je n'en doute pas. Le laboratoire européen pour la lecture numérique. Juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons 85 membres dans 44 pays, que nos membres représentent tous les secteurs de l'industrie, de la création à la consommation, que notre mission est de construire l'infrastructure nécessaire au bon développement de l'écosystème. Pour cela, nous collectons les voix de l'industrie et nous les traduisons en standards, en kits de développement, en documentation, tout ce qui peut vous être utile. Nous travaillons notamment à favoriser la collaboration et à développer la compréhension. C'est dans ce dernier cadre que se passe notre investissement sur Calibook. Alors, le livre numérique, c'est déjà 30 ans de standardisation. 1995, le format Open eBook, 2007, le format EPUB 2, 2011, EPUB 3, 2016, LCP, 2017, EPUB Accessibility 1.0, 2021, EPUB Accessibility 1.1, 2022, EPUB 3.3. Tous ces standards nous permettent de garantir la compatibilité et l'accessibilité des livres numériques sur différents dispositifs et plateformes. Pour assurer le respect de ces standards, nous avons un outillage technique. Depuis 2007, nous avons EPUB Check. Depuis 2012, nous avons accès à la Accessible Publishing Knowledge Base. Depuis 2013, nous avons EPUB Check 3, qui a marqué une certaine avancée dans les outils de contrôle automatisé. 2017, nous avons accès à Ace by DAISY, et depuis 2023, un outil produit par DAISY qui s'appelle Smart, qui est une checklist accessibilité, est devenu public et peut être utilisé par tout le monde. Il faut juste créer un compte. Tous ces outils nous aident à vérifier la conformité aux standards et à améliorer l'accessibilité des livres numériques. Cependant, lors d'une journée ordinaire dans l'édition numérique, les professionnels doivent gérer de nombreuses préférences et exigences. Par exemple, l'éditrice n'aime pas les dates affichées au format JJMMAA. Le marketing demande que le livre commence par une image en pleine page. Les graphistes ne veulent pas que les liens changent de couleur. L'auditrice accessibilité dit qu'il faut augmenter la résolution des images. La FAB qui demande les données utilisées pour créer les graphiques, etc. Tous ces défis quotidiens montrent l'importance de définir des critères de qualité objectifs pour garantir une expérience de lecture optimale pour tous les utilisateurs. Lorsque nous préparons un livre numérique, aujourd'hui, nous avons à prendre en compte différentes problématiques. Certaines sont connues de longue date, comme la typographie, la colorimétrie, utiliser des typographies lisibles ou des couleurs adaptées. La protection des droits, c'est aussi quelque chose qu'on a l'habitude de connaître, même si on voit qu'il y a des nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques qu'il faut qu'on prenne en compte en ajoutant
des informations pour protéger aussi des minages de données. Mais d'autres peuvent être ressentis comme des injonctions extérieures, notamment pour les équipes moins techniques. On parle de compatibilité, garantir que le livre numérique fonctionne sur différents dispositifs et plateformes, y compris des matériels anciens qui restent sur le marché, qui restent là. On parle d'accessibilité depuis quelques années, s'assurer que le contenu soit accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux avec des handicaps. Et on commence déjà à parler de durabilité et d'éco-conception. On nous demande d'adopter des pratiques de développement durable pour minimiser l'impact environnemental. On parle de vie privée aussi, et je pense qu'on pourrait en ajouter à cette liste. Face à ça, il devient légitime de se poser la question, du point de vue de l'édition, qu'est-ce qu'un livre numérique de qualité ? Certains diront que c'est un livre que je peux lire avec ma liseuse, d'autres que c'est un livre avec des lettrines, des enluminures, d'autres encore que c'est un livre avec un texte justifié, des mots en couleur, avec des émojis, des vidéos, avec de belles illustrations, ou un livre identique à l'imprimé. Personnellement, je préfère le café expresso, mais je pense que les collègues à Seattle, à Ankara ou à Helsinki, ils ont une autre définition de ce qu'est la qualité du café, de ce qu'est un café de qualité. La qualité, seule, reste un critère subjectif. Il existe cependant des critères objectifs et mesurables que l'on peut mettre en œuvre dans une démarche d'assurance qualité. Est-ce que mon livre est trouvable parmi le million de livres numériques disponibles en France ? Est-il correctement identifié ? Est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce que les personnes pourront le lire et l'utiliser ? Est-il suffisamment compatible avec différents modes de lecture, différents appareils et logiciels ? Trop souvent, ces problématiques se cantonnent à la fabrication numérique. Il faut alors chercher à y répondre en bout de chaîne avec les moyens du bord et aller chercher les informations auprès de nos collègues dans les autres bureaux. En réalité, cela concerne toutes les personnes qui interviennent et travaillent dans l'édition numérique. La connaissance de ces critères facilite la prise de décision, permet d'anticiper les problèmes et de maîtriser les risques. On voit aujourd'hui que certaines maisons d'édition sont sereines face à la directive européenne d'accessibilité, quand d'autres équipes paniquent. Ces éléments nous aident aussi à structurer des actions de formation, à construire un vocabulaire et une culture commune qui permettent de s'entendre sur des méthodes de travail et de mettre les moyens nécessaires en face des besoins. Finalement, c'est une question de gouvernance beaucoup plus générale. Les checklists d'assurance qualité, elles sont utilisées dans, disons, toutes les industries pour garantir que les produits, les services et les processus répondent à des normes spécifiques et offrent une qualité constante. C'est le cas dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale, dans l'automobile, la santé, la pharmaceutique, construction et bâtiments, alimentaire, énergie, manufacture, hôtellerie et tourisme, technologie de l'information, et depuis peu dans l'information, puisqu'on a maintenant un référentiel de qualité de formation, Calliope. Alors, certes, vis-à-vis de ces industries, ça peut nous sembler moins crucial dans l'industrie du livre. On se dit que, bah oui, quand Boeing respecte pas sa checklist de sécurité, on voit des conséquences. On voit des bâtiments qui peuvent créer des morts si ils ne respectent pas les normes de sécurité. Finalement, dans le livre, on se dit que c'est pas si dramatique si une personne n'arrive pas à lire notre livre numérique. Pourtant, les conséquences, si on essaye de les lister un petit peu, et c'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive ici, ça peut être une demande de remboursement, ça pourra bientôt être une plainte avec quelque chose à formaliser avec l'ARCOM ensuite. Ça peut être une personne qui s'amuse à distribuer des copies gratuites. Ça peut être une mauvaise réputation, de toute façon le numérique, ça coupe des arbres. Ça peut être un élève qui ne comprend pas les cours du manuel, une étudiante qui rate ses examens, ça peut être une procédure mal comprise, et ça peut aussi mener à du mal-être et de l'épuisement au travail. Il y a donc des conséquences. Et puis, je voudrais rappeler ici que dans l'édition, on aime bien les règles. Moi, j'ai commencé par réaliser des livres d'artistes,
avec une presse à épreuve, une presse à main, avec de la typographie au plomb. Et on m'a donné l'aide-mémoire du CAP de l'imprimeur typographe. C'est bourré de règles, ça va dans tous les sens, vous en avez pour plusieurs mois à les comprendre. J'ai moi-même une collection personnelle de documents sur les règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, chez les correcteurs du monde, ce genre de choses. Je suis sûr que je ne suis pas le seul dans la salle. Pour mieux comprendre l'importance de l'assurance qualité dans les domaines de l'accès à l'information et à la culture, on peut se reporter sur l'exemple du web. Sur le web, on a un référentiel qui est proposé par Opquast, qui est une certification pour l'assurance qualité web, qui vise à rendre le web meilleur en définissant des critères de qualité mesurables. La checklist Opquast, c'est une liste de règles pour s'assurer de la qualité des sites web. Alors, il y a 280 et quelques règles pour le web, puisqu'on a beaucoup plus d'interactions, on a beaucoup plus de fonctionnalités que dans un livre numérique. Et nous avons été plusieurs personnes dans la fabrication du livre numérique à avoir suivi ces formations chez Opquast, et avoir vu de nombreuses correspondances avec le livre numérique qui partage avec le web, vous le savez, un grand nombre de technologies, HTML, CSS, XML, et les règles d'accessibilité WCAG. Opquast a donc été notre point de départ, et même pour construire cette présentation, j'ai emprunté de nombreux éléments à Elie Slohim, fondateur et président de la société Opquast. Elie est qualiticien de formation, et je vous invite à regarder ses interventions si vous voulez en savoir plus sur ces sujets. Interventions qui sont toujours très éclairantes sur la question des référentiels de qualité. Nous avons donc pu dériver nos règles de la liste Opquast, car elle est disponible sous une licence Creative Commons, et nous avons trié pour obtenir la liste de référence qualité des e-books, Qualibook. L'an dernier, enfin en 2023 plutôt, nous avons mené des premières expérimentations au sein du groupe Normé Standard, et nous avons présenté ce travail lors de ces assises l'an passé, ici même, avec un autre nom, c'était Calinum, c'était un nom français, qualité du livre numérique. Depuis, on a estimé que c'était dommage de le cantonner au vocabulaire français, la langue française, et on a voulu lui donner un nom qui soit plus facile à internationaliser. En 2024, nous avons procédé par groupe de travail au sein du groupe Normé Standard, et nous avons avancé la réécriture des règles pour les rendre opérantes, pour qu'elles fassent sens avec nos livres numériques. Ce travail a déjà été présenté une première fois au Digital Publishing Summit en juin, et on a depuis encore avancé là-dessus. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, vous allez me dire, mais vous n'avez toujours pas un site web à nous montrer, bientôt, mais soyez indulgents, la co-construction prend du temps, et de mon avis, et je pense de l'avis général, quand on parle de règles d'assurance qualité, la co-construction est absolument nécessaire pour s'assurer de la qualité de règles de qualité. On n'a pas vraiment une adresse à vous donner tout de suite, mais on commence à avoir quand même une liste et puis une petite interface pour pouvoir regarder ça. J'espère bientôt pouvoir vous donner une adresse publique. Donc, nous avons abouti à 90 règles. Ici, j'ai 4 exemples. Les 4, c'est les 4 premières. Les informations relatives aux droits de copie et de réutilisation sont disponibles. Je pense que tout le monde fait ça, mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas dans notre checklist d'assurance qualité. Les dates sont présentées dans des formats explicites. 28 novembre 2024 et pas 28/11/24. Chaque image décorative est balisée comme telle. On y reviendra. Mais aussi, les images ont une taille et une résolution utiles et raisonnables. Ces règles, on a aussi essayé de les classer par catégorie, comme identification, image, présentation, performance. Certaines règles vont concerner certains métiers, d'autres tous les métiers. Ces catégories vont pouvoir permettre de s'y retrouver en fonction de ce qu'on attend et de ce qu'on cherche à faire. Alors, regardez pas on a des chiffres en face de chacune des catégories qui comptent le nombre de règles par catégorie. C'est pas juste, on a retravaillé cette classification et le nombre de règles, par exemple aujourd'hui concernant les performances et la rétrocompatibilité, c'est 2 règles pour chaque. Il y a des chances que ça évolue. Ces règles, on a aussi essayé de les étiqueter, on essaye de les étiqueter pour permettre une consultation transversale par problématique.
comme l'accessibilité qui nous concerne aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'accessibilité est la catégorie qu'on a le mieux documentée aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'était le plus facile. Donc on a aujourd'hui 32 règles sur l'accessibilité. Ce chiffre devrait rester à peu près celui-ci. Mais on a aussi, dans cette offre, dans cet étiquetage transversal, des notions comme l'éco-conception. Et je pense qu'on va limiter le nombre d'étiquettes parce que pour l'instant, on a un petit peu... On a essayé, on va dire. Donc on a des catégories, on a des étiquettes. Maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble une règle? Pour chaque règle, nous avons un titre, un résumé, une liste d'objectifs, une autre liste de mise en œuvre. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Et puis on verra ensuite qu'on essaye d'ajouter des éléments de contrôle et de validation. Ici, à l'écran, une règle qui nous préoccupe toutes et tous dans le cadre de l'accessibilité, celle qui concerne l'identification des images décoratives. Ces images qui ne nécessitent pas d'être restituées dans la lecture non visuelle, voire dont la restitution pourrait être perturbante. La méthode traditionnelle consiste à placer un attribut alt vide. Mais on estime aujourd'hui qu'il est plus robuste d'ajouter aussi un argument rôle égale présentation pour garantir que ce alt vide n'est pas un oubli ou une facilité. Plutôt que d'omettre une description en disant « mais j'ai pas mis la description, c'est que c'est décoratif », j'ajoute volontairement une information qui dit « ceci est une présentation, ceci est une décoration ». Ça n'a pas à être interprété par les technologies d'assistance. Pour contrôler cette règle, on sait que ACE peut nous aider, mais on indique aussi que la validation doit être faite par une personne. Cela peut être réalisé dès la sélection de l'iconographie sans attendre que le livre numérique soit fini. Si cette information, cette image dans mon livre, elle est décorative, elle est donnée dès la conception de l'ouvrage, avant même, des fois, que l'image elle-même soit conçue, elle circule dans toute la chaîne de fabrication, elle arrive chez nous à la fabrication du numérique, on n'a plus de questions à poser, paf, c'est rentré directement. Voilà un exemple de règle. Un second qui n'a pas à voir avec l'accessibilité, qui s'appelle « Les informations relatives aux droits de copie et de réutilisation sont disponibles ». Quel que soit votre choix, vous devrez en informer le lecteur dans le livre numérique comme sur le livre imprimé. Personne n'oublie le pictogramme, le photocopiage tue le livre. C'est le même principe sur le livre numérique. Nous vous recommandons de vous assurer que cette information soit présente, mais aussi qu'elle soit trouvable via un lien direct dans la table des matières. Et on sait aussi qu'il existe des arguments sémantiques pour identifier ces pages. C'est des éléments qu'on rajoutera dans une nouvelle version de cette règle. Bien sûr, on aura une règle aussi sur qu'est-ce que je peux faire en termes de text and data meaning, ou qu'est-ce que je ne peux pas faire sur un ouvrage. Une troisième règle qui a la particularité de combiner différentes problématiques. La taille et la résolution de vos images. On n'a pas de réponse homogène aujourd'hui à cette question. Si vos images sont trop lourdes, elles nuiront à la performance et elles seront sans doute bientôt identifiées comme une mauvaise pratique d'éco-conception. On va vous compter le nombre d'arbres qui ont été nécessaires pour votre image. Mais si vous les rendez trop petites, elles seront aussi difficiles à percevoir pour les personnes qui ont besoin de zoomer dessus, comme le permettent aujourd'hui les systèmes de lecture modernes. Aujourd'hui, dans un système de lecture, vous cliquez sur l'image, elle apparaît en plein écran, et vous pouvez zoomer dedans, vous pouvez manipuler l'image. Donc vous avez besoin de combiner ici deux règles, disons 3 référentiels, la performance, l'éco-conception et l'accessibilité. Donc on voit des problématiques comme ça sur lesquelles on va sans doute être amené à discuter plusieurs fois, à remettre l'ouvrage sur le métier à tisser plusieurs fois pour trouver la bonne variabilité qui fonctionne pour tout le monde. La règle numéro 4. La première occurrence d'une abréviation et d'un acronyme dans le corps de chaque document de contenu, content document, donne accès à sa signification.
Je n'ai pas détaillé la règle, mais ici, on a un autre problème qui apparaît, c'est qu'on va avoir besoin de définir du vocabulaire comme document de contenu. Pour nous, dans le numérique, c'est très clair, content document. D'ailleurs, si on ne le met pas en anglais, on est un peu perdu. Mais pour un certain nombre de nos collègues, il va falloir pouvoir expliquer ça, et on ne va pas l'expliquer règle par règle. On va ajouter un glossaire, un élément de vocabulaire. D'une certaine façon, on peut considérer que document de contenu qui fait sens pour nous peut être considéré comme une abréviation ou un acronyme pour d'autres. Donc on a encore un peu de travail sur certaines règles. On voit que ça soulève des problématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre quotidien, puisqu'on court sur nos rails et puis tout fonctionne bien. Mais une fois qu'on a écrit ça, une fois qu'on a documenté ça, on se rend compte que oui, là, il y a peut-être un élément à expliciter, à être un petit peu plus clair dessus. La règle numéro 83, parmi les informations disponibles au sujet du livre, le ou les sens à mobiliser pour consulter l'intégralité du contenu et où sont indiqués. Est-ce que vous pouvez lire ce livre avec les doigts ou avec les oreilles? On revient sur nos questions d'accessibilité. Et puis, on va apporter ici des éléments pour vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça doit être mis en œuvre, comment est-ce que ça peut être contrôlé, comment est-ce que ça peut être validé. On a vu quelques règles maintenant. Comme j'ai l'habitude de la formation, j'ai l'habitude de me répéter un petit peu. Vous vous demandez peut-être à quoi est-ce que ça sert. Ici, j'essaye de vous amener quelques points clés que vous pourrez ramener chez vous sur l'importance de cet outil. D'abord, on pense que c'est une liste de références communes à laquelle vous pourrez vous reporter dans vos discussions d'équipe, qui vous permettront de standardiser les pratiques et de garantir une qualité uniforme dans votre maison d'édition et aussi dans l'ensemble de l'industrie. On pense que c'est une ressource de formation pour les générations qui arrivent, mais aussi en interne ou en auto-formation, pour permettre à toutes les personnes des maisons d'édition de se familiariser avec les meilleures pratiques et les standards de qualité. On espère que ce sera une grille de lecture et de compréhension qui vous aidera à évaluer la qualité de vos livres numériques, à identifier les domaines nécessitant des améliorations et à prendre des décisions justifiées. Comme dans la démarche de contrôle de validation de l'accessibilité, vous pouvez faire le choix de contrôler chaque livre. C'est beaucoup plus solide. Vous êtes sûr que vous avez quelque chose qui sera fonctionnel sur chaque ouvrage. Ou vous pouvez décider, pour des raisons pratiques, pour des raisons de temps, pour des raisons de coût, de contrôler que certains échantillons. Mais en tout cas, vous avez la grille de lecture. Ça, vous avez les éléments qui vous permettront de pouvoir faire ces contrôles, que ça soit en interne ou que ça soit en externe d'ailleurs. Là, on ne vient pas ici préjuger de la qualité et de la différence de qualité d'un contrôle interne ou externe. On pense que c'est un guide que vous pouvez suivre dès la conception pour éviter de mauvaises surprises au moment de la commercialisation, ainsi que les surcoûts qui peuvent être liés à la correction des erreurs. Souvent, on ne les voit pas, c'est le service fabrication qui se débrouille avec ça. Mais je peux vous assurer que ces surcoûts, ils existent. Enfin, une checklist globale et consolidée pour vous assurer que rien n'est oublié, que vous pourrez discuter avec l'auditeur ou l'auditrice en accessibilité et que demain, vous pourrez aussi répondre aux référentiels liés à l'éco-conception. Pour revenir à nos questions précédentes, vous pourrez répondre à l'éditrice que oui, elle a raison, la date devrait être explicite. Merci de me l'avoir signalé. Au marketing, il n'y a pas de problème. On va la mettre en plein écran. Mais il faut déterminer quel est le sens porté par cette image. Est-ce qu'elle est décorative? Non, elle n'est pas décorative. Alors il faut qu'on écrive un texte de substitution pour les personnes qui lisent avec les oreilles ou avec les doigts. Les liens visités, ils doivent être identifiables. Si vous ne voulez pas que ce soit par la couleur, il faut trouver un autre mécanisme et il faut qu'on les rende identifiables. C'est nécessaire que les personnes puissent s'y retrouver, sachent sur quel lien elles ont déjà cliqué ou pas. Vous pourrez répondre que oui, nous allons augmenter la résolution des images, mais nous allons aussi mettre une limite de poids parce que nous avons aussi des problématiques annexes à celles de l'accessibilité. Et vous n'aurez peut-être même plus à demander les données graphiques, car elles auront été fournies en annexe. Vous pourrez dire au service graphique, je t'ai mis les données en annexe.
Vous en savez un peu plus. Il nous manque encore quelques étapes pour vous livrer ces règles dans une version suffisante. On a une feuille de route. Durant ce mois de décembre, on espère pouvoir publier le site web avec une vraie adresse que vous pourrez consulter. Ça nous permettra de poursuivre les étapes de travail suivantes dans des conditions optimales, pouvoir recueillir d'autres retours d'expérience et pouvoir affiner toutes ces règles. Évidemment, ce n'est pas suffisant d'avoir juste un site et puis un mécanisme pour récupérer des commentaires. Donc on espère, entre janvier et juillet, être en capacité d'organiser des ateliers interprofessionnels aussi larges que possible, regroupant des professionnels qui interviennent à différentes étapes pour s'assurer là aussi que nos règles elles sont compréhensibles, que nos règles elles vous sont utiles. Si elles ne vous sont pas utiles, on rangera tout ça dans un carton et puis on ira faire autre chose. Si tout va bien, à l'été, on aura quelque chose de suffisamment stable pour pouvoir communiquer dessus, en France évidemment, auprès des organismes de formation, auprès des professionnels, mais on espère aussi à l'international. Et au final, notre objectif, c'est dès 2026 de pouvoir mener ou de s'assurer que sont menées des actions de formation basées sur cette liste de référence. Un court mémo pour ceux qui ont dormi. L'assurance qualité des livres numériques est essentielle pour une expérience de lecture optimale pour tous les utilisateurs. Les standards et les outils techniques ne sont pas suffisants seuls. Il est nécessaire d'avoir des listes de référence. Nous espérons que Calibook joue un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité des livres numériques, qui vous sera utile. Et nous invitons toutes les personnes impliquées, intéressées, à nous contacter et à participer. Je vous laisse un petit QR code et une adresse. J'avais dit pas d'adresse, mais vous avez quand même une adresse. Surprise au bout. Donc c'est calibook.edrlab.org, QUALEBOOK.edrlab.org. Je ne vous garantis pas que cette adresse soit définitive, mais en tout cas, vous avez un lien que vous pouvez suivre aujourd'hui et au bout duquel vous trouverez un peu d'informations. Si vous avez des questions plus précises ou si vous souhaitez participer aux ateliers ou si vous souhaitez d'une façon ou d'une autre participer à ce travail, vous pouvez noter mon adresse directement, gauthier.chomel@edrlab.org, gauthier.chomel@edrlab.org. On a aussi un formulaire de contact, si vous oubliez l'adresse, vous envoyez sur contact, on retrouvera. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne vous vois pas bien parce que j'ai la lumière en face, mais je pense qu'on a le temps pour des questions encore.